Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech. Avec ce soir, pour débriefer l'actu sur BFM Business dans Tech & Co, on a le plaisir d'accueillir Augustin Seyer. Salut Augustin. Bonsoir François. Qui est cofondateur d'OVNI. Merci ça, d'être là, Augustin. Un plaisir de toujours être sur ce plateau. Formidable. À tes côtés, nous avons Damien Douany. Salut Damien. Salut François. Le Papa Noël Damien, on peut le dire quand même. Je le sors une fois par an, je l'amène sur le plateau. Ouais, mais il est fois. bien, c'est la classe. Franchement, ça, la classe, ça passe bien. C'est vrai que si t'arrivais, par exemple, je sais pas moi, le 12 juillet avec ça. Ça aurait pas du tout la même intention, on est d'accord. Tu es responsable de l'innovation de l'école narrative. Est-ce que tu le mets à l'école, ton petit pull Noël ? Écoute, tu me donnes une idée. Je vais peut-être le mettre demain, tiens d'ailleurs. Et voilà. Et tu es le fondateur de Topos. Il aurait pu venir aussi en déguisement de Père Noël, mais non. Toujours la classe incarnée. Lui, c'est Frédéric Simotel. Bonsoir François, bonsoir à tous. Journaliste à BFM Business. Alors, messieurs, pour commencer, on va parler de cette mauvaise nouvelle. Alors, on s'y attendait, puisque ça fait quand même plusieurs mois que cette petite nouvelle traînait de ci, de là. L'américain iRobot met la clé sous la porte. Rendu célèbre par son aspirateur autonome Roomba, le groupe n'est pas parvenu à défendre sa place face à une concurrence asiatique féroce, et notamment les Chinois, qui cartonnent en ce moment avec les robots aspirateurs. C'est d'ailleurs son fournisseur chinois qui va le reprendre et tenter de lui donner un second souffle. Erwan Morris nous explique tout cela. Les ingénieurs du MIT, à l'origine d'iRobot en 1990, veulent à l'époque démocratiser la robotique dans les foyers américains. Avec des produits inventifs, jusqu'à imaginer en 2002 la gamme Roomba, des aspirateurs autonomes qui révolutionnent alors le ménage à la maison. Le groupe, coté au Nasdaq, écoule plus de 40 millions d'appareils, mais fragilisé par la concurrence asiatique, un projet d'acquisition par Amazon est mis sur les rails en 2022. Opération à 1,4 milliard de dollars, finalement avortée à la suite de craintes exprimées par le régulateur européen de la concurrence. Les mois passent et l'entreprise s'enfonce dans une crise d'investissement. En 3 ans, le titre iRobot a lâché 90% de capitalisation, plombé aussi par des droits de douane qui augmentent les coûts de l'entreprise de 23 millions de dollars cette année. Réduction des effectifs et remaniement de la direction n'y font rien. Le groupe se retrouve donc contraint à se vendre à son principal fournisseur, PCA Robotics, géant chinois basé à Shenzhen. PCA, qui acquiert la totalité des actions d'iRobot, doit ainsi permettre la continuité des services aux clients et aux partenaires. Voilà, explication signée Erwan Morris. Et c'est quand même étonnant cette histoire de iRobot et de Roomba, parce que finalement, c'était peut-être le seul acteur non asiatique qui restait sur ce marché. Eh bien, il n'a pas tenu le coup. Moi, je me souviens, l'année dernière, on évoquait les difficultés financières très puissantes d'iRobot. Et d'ailleurs, en discutant avec les porte-paroles de la boîte, on se rendait bien compte que si ils ne réussissaient pas à remonter la pente en 2025, c'était terminé, c'était cuit pour eux. Eh bien voilà, c'est cuit. Enfin, c'est cuit. Oui, c'est cuit en tant que, on va dire, entité américaine, parce que sans doute que iRobot et Roomba va continuer à vivre, mais sous pavillon chinois maintenant, d'après ce que j'ai compris, Damien. C'est ça, oui, effectivement. En fait, ils ont été rachetés par leur principal fournisseur. Donc, finalement, c'est une boîte américaine qui faisait fabriquer en Asie. Finalement, c'est le fabricant asiatique qui rachète la boîte. Oui, parce qu'il leur devait une telle ardoise, je crois qu'ils n'avaient pas trop le choix. Oui, mais le truc le plus dingue, c'est qu'en fait, tout ça, c'est à cause de l'Europe. Oui, tu as tout à fait raison. C'est ça l'histoire. Pourquoi ? C'est ça le truc dingue quand même. C'est la faute de l'Europe. Enfin, en partie. Et en partie d'Amazon aussi. Oui, en fait, effectivement, pour expliquer à ceux qui nous écoutent brièvement, Amazon voulait racheter iRobot. Oui. L'Europe met son nez dedans pour valider le deal et dit non, là il va y avoir un problème de concentration et de non-concurrence, donc nous on met notre veto. Amazon jette l'éponge. Or, ils avaient besoin, comme tu le disais tout à l'heure, de beaucoup d'argent pour pouvoir survivre. Je crois qu'ils mettaient 1,7 milliard, non, Amazon sur la table, je crois, pour acheter. Conclusion de l'histoire, Amazon lâche parce que l'Europe a dit non, et conclusion, c'est leur fournisseur qui rachète. Je crois qu'il y a la FTC américaine aussi qui était contre. Oui. Peut-être de manière un peu moins vocale, mais en effet, c'est un formidable manque de lucidité de la part des législateurs européens et américains qui, au lieu de voir une belle boîte comme iRobot chez Amazon, préfèrent les voir... Les suppliers chinois, c'est malheureux. Mais c'est quand même incroyable, Fred, de voir qu'aujourd'hui, tous ces robots nettoyeurs, sont chinois, tous. Alors, bon, iRobot... Ça, c'est un point, c'est que iRobot, en fait, on critique les législateurs, c'est quand même une marque qui innovait beaucoup moins qu'avant. On voyait de plus en plus de ces robots chinois, en fait, qui étaient moins chers, certes, mais en fait, qui étaient les premiers à avoir différentes solutions pour que le robot soit plus pratique.
Et puis, je ne sais pas si vous avez remarqué, attends, juste un truc, et après, évidemment, tu nous donneras ton avis, mais tous ces robots, en plus, maintenant, c'est un peu comme les smartphones, ils se ressemblent tous. Et c'est ça, en fait. C'est qu'en fait, je rejoins quand même ce que dit Augustin, c'est que c'est devenu une commodité. Ouais. Oui, c'est devenu une commodité, mais l'innovation, en fait, elle a été fulgurante il y a quelques années. Mais aujourd'hui, on plafonne un peu. C'est-à-dire que oui, on rajoute un petit peu d'IA par-ci, un capteur par-là, mais finalement, vous prenez iRobot, vous prenez Ecovacs, vous prenez Roborock, vous prenez, je ne sais plus qui, Dreamy, qui est l'un des leaders dans ce domaine-là. Peu ou prou, ils sont tous, quand on lit les comparatifs, ils sont tous à peu près dans des mouchoirs de poche aujourd'hui. Et c'est vrai qu'on peut faire l'analogie avec les smartphones. Déjà, ils sont construits. Les Roomba, c'était Roomba, Brava aussi. Leur partie lavante, ils étaient construits en Chine. Bien sûr. Oui. Moi, je pense qu'il y a plusieurs choses autour de ça. La première, c'est que c'est une histoire de marché aussi, parce que leurs aspirateurs d'entrée de gamme, ils étaient sur un marché. Alors oui, certes, ils en vendaient beaucoup, mais le marché faible croissance. Sur l'entrée de gamme, il y avait une croissance qui ne donnait pas des taux de marge élevés, donc qui ne rapportait pas de l'argent. Après, ils ont investi beaucoup dans les robots intelligents. Alors, les Roomba, je ne sais plus quelle est la version, mais qui les robots du mapping très précis. Mais le problème, c'est que, alors, ils étaient numéro 1 du marché, bonne part de marché, mais pareil, le taux de croissance, il était à venir. Donc là encore, ils font pas beaucoup d'argent. Et puis derrière, ils avaient les aspirateurs lavants. Alors là, ils n'étaient pas les premiers. Et puis là, le taux de croissance, il est un peu moyen. Donc on voit qu'ils n'avaient pas tellement de marché où il y avait vraiment de la croissance, en tout cas de la marge à se faire. Et puis derrière, je pense qu'ils ont vraiment manqué d'innovation. Ils sont restés concentrés. Alors certes, ils ont fait des choses, l'aspirateur un peu intelligent, ils cartographiaient la pièce, ils ont utilisé un peu d'IA, un peu de data. Mais pour moi, ils ne sont pas allés suffisamment loin. Et je pense aussi, ils auraient dû utiliser peut-être leur technologie pour aller chercher d'autres marchés. Pourquoi pas dans la maison, faire de la sécurité. On a vu des robots qui se baladaient dans la maison pour assurer la sécurité. Ouais, c'est un bon point. Enfin, il y a peut-être des choses en termes d'innovation où ils n'ont pas été... ils se sont un petit peu endormis sur leur laurier. Alors que c'était les leaders il y a quelques années. iRobot, ils ne font pas que l'aspirateur. Mais ils ont démarré là-dedans. Tu sais qu'ils ont démarré dans le déminage. Ils ont commencé dans le déminage. J'ai regardé ça, effectivement. Ils ont laissé passer toute la partie B2B. Moi, je pense qu'il y aurait peut-être un marché dans le B2B. Avoir un aspirateur le soir qui tourne ici, tu vois, c'est peut-être... Et qui surveille en même temps et qui te tase éventuellement si tu ne dois pas être là. Exactement. Ensuite, on peut aussi le voir le futur des robots, c'est quoi ? Est-ce que c'est des robots humanoïdes qui demain feront le ménage ? Parce qu'en fait, ça, c'est pas un marché qui a 10 ans devant lui et dans 10 ans, en fait, ça sera mort. Ouais, mais bon, 10 ans, t'as de quoi faire du business quand même. Exactement. Aussi, tu vois. C'est 10 ans de cash flow pour une boîte qui les rachète pas cher, qui va monétiser la marque, monétiser les clients existants. Je me demande à quel point les Américains vont être confortables, même les Européens, de passer l'univers de leur appartement à une boîte en Chine. Oui, parce qu'en fait, il y a ça le truc, c'est que la question des données là-dedans, en attendant. Parce qu'il y a je ne sais pas combien de millions de maisons qui sont parfaitement cartographiées et qui maintenant partent chez un autre acteur, alors chinois, mais c'est la question des données personnelles aussi qui sont liées à ça quelque part. Mais pour revenir à ce que tu disais, Fred, effectivement, ils ont commencé par du déminage, tu as raison, et par des outils pour l'armée. Et puis petit à petit, ils sont arrivés sur le et ils ont délaissé là-dessus. le marché B2B. Ils ont fait d'autres produits pour nettoyer qu'on appelle ça, les gouttières et pas mal de choses comme ça, mais leur grand succès, c'est le iRobot. Mais au final, tu le disais, Fred, tu disais François, pardon, tu disais ça. Commencer par la même lettre. Simplement, François, c'est le fait de dire que finalement, aujourd'hui, il y a beaucoup d'acteurs chinois, tu le disais, et finalement, l'idée, c'est de se dire, est-ce qu'on veut un truc super high-tech, très cher pour ce que ça doit faire, ou est-ce que je veux un truc qui fait le job, et c'est pas grave s'il n'a pas de l'IA, du machin, il a des radars, déjà, ça évite de rentrer dans les chaises, et c'est déjà pas mal. Voilà. Et donc, c'est cette question de commodité qui est en jeu derrière. Tu auras Figure, la startup Figure, on en a déjà parlé ici, ce sera le Apple de ce type d'outils, et tu auras les iRobots et autres qui seront l'Android. Il ne faut pas dire Android, il y a des Android haut de gamme, mais des Android un peu plus... Mais je pense que ce qui serait intéressant de voir aussi, c'est un produit... iRobot, ils ont eu plusieurs problèmes aussi de logistique. Covid, après, il y a eu la partie... il manquait des composants, donc là aussi, ils n'ont pas pu fournir. Après, ils avaient trop de stock. Il a fallu écouler, ça aussi, ça leur a fait du mal. La période 2022-2023, il a fallu écouler, ils avaient trop de stock. Et puis derrière, ils n'ont pas d'intégration verticale. Et les tarifs, en Chine, tout est fait en Chine, et dès que les Chinois, eux, de leur côté, ils commencent à serrer les prix, là, tu n'es plus compétitif pour faire venir tout de là-bas. Et puis, comme le disait Erwan Morris dans le papier, après, derrière les droits de douane, tout était fait un peu pour que ça parte un peu dans
une impasse un peu Et pourtant, à la fois financière, à la fois technologique. Et quand on remonte un petit peu le temps et qu'on se souvient en fait, de la volonté d'Amazon, c'était quand même pas mal. Il y avait toute une stratégie parce qu'on on pouvait se poser la question pourquoi Amazon allait racheter iRobot. Parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, mais à l'époque, c'était il y a quoi, 3-4 ans, Amazon misait beaucoup sur la maison connectée pour récolter un maximum de data sur la maison connectée. À miser beaucoup. Et ils le font avec Blink aujourd'hui. Je vous rappelle qu'ils misent sur la sécurité. Voilà, ils misent sur la sécurité. Tout ce qui est portique vidéo, Ring, Blink, etc. C'est des boîtes qui ont été rachetées par Amazon. Et justement, ils misaient aussi sur ces robots qui ont plein de capteurs pour scanner en fait justement la grandeur des appartements ou des maisons, etc., de voir un petit peu ce qu'il y avait à l'intérieur. C'était plutôt malin, hein. Mais bon, voilà. Comme je suis convaincu que s'ils avaient racheté, comme tu le disais tout à l'heure, il y aurait certainement eu un Roomba ou un iRobot version Amazon sécurisée. Autrement dit, avec une petite caméra, bien tu sûr. peux te balader, tu peux voir le truc et tout. Après, on peut aussi se poser la question du marché de la maison connectée. On en parle depuis quand même des années, ça fait 20 ans qu'on en parle. Alors là, on voit des petites choses qui commencent à se faire, tout ça, mais c'est encore long. Il n'y a pas quelque chose qu'on ne voit pas parce que Amazon aurait très bien pu les racheter maintenant. Tu vois, pourquoi Amazon, aujourd'hui, ne les rachète pas à la casse Mais parce que je crois qu'il tomberait encore une fois sous le couperet de la... À ce niveau-là je pense. Et puis, tu sais, peut-être que la stratégie, entre-temps, d'Amazon a changé. Voilà, Andy Jassy a repris les rênes. Le hardware, c'est plus forcément la priorité chez Amazon, qui essaie de se recentrer un petit peu sur les services. Donc, voilà. Mais c'est intéressant de voir quand même une décision comme ça, réglementaire, a mis au tapis un fleuron quand même de la technologie américaine. Il n'y a plus aujourd'hui de boîtes américaines spécialisées dans la robotique de nettoyage en quelque sorte. C'est fou. Il y a eu quand même. beaucoup de mauvais faits quand même, financiers, les Chinois qui attaquent, des innovations qui ont manqué. Cet aspect réglementaire en Europe, ça fait quand même beaucoup. Un seul petit robot parti au petit ange, parti trop tôt. Oui, c'est ça, exactement. Il était plutôt vieux. Enfin, vieux, ça dépend de ce qu'on dit vieux, mais il avait 36 ans, quoi. 35 ans, quand même. 35 ans. Ouais, c'est clair. On pourrait peut-être aussi dédicacer cette news à Alain Souchon. Il n'y a plus de Roomba dans l'air. Voilà. C'est terminé. Celle-là, je la sors parce qu'il y a les plus anciens d'entre nous qui la comprennent. Hein. On en parlait tout à l'heure à Léa, notre productrice, qui a même pas 30 ans. Elle me dit, mais c'est quoi, il y a la Roomba dans l'air? Je ne connais pas cette chanson. On a commencé à chanter avec Fred, on a été ridicule, ça ne servait à rien. Il est 8h moins... J'adore vos histoires de coulisses. C'est pas mal quand même. On vous raconte tout. Dans Tech & Co, c'est comme ça. Autre actu, et ça fait plaisir quand même, parce qu'on n'est pas là que pour annoncer de bonnes nouvelles. J'aimerais qu'on parle de ST Micro. ST Micro... Oui, on peut dire fleuron des processeurs européens, même s'ils ont connu des hauts et des bas, et en ce moment, plutôt des bas. Mais malgré tout, comme ce marché des processeurs est très cyclique, il faut savoir que ST Micro, certes, a beaucoup souffert, évidemment, du marché atone du véhicule électrique, parce qu'il fournissait énormément de puces pour les véhicules électriques. Et comme on sait que les véhicules électriques, ça ne marche pas, eh bien, ST Micro, qui était très dépendant de ce marché, s'est cassé la figure. Il y a eu énormément de problèmes liés justement à ce manque de résultats. Mais il faut savoir qu'ST Micro fait plein de trucs. En fait, c'est une boîte qui se diversifie et qui fait plein de choses. Ils sont dans les iPhones, par exemple. Vous savez que la partie Face ID que vous avez sur les téléphones, eh bien, il y a pas tout, hein. Il y a certains composants ST Micro. Et ce qui est intéressant, c'est que ST Micro a profité d'un anniversaire pour communiquer sur un partenariat très intéressant avec Starlink. Et il fête les 10 ans de collaboration avec Starlink. Parce qu'il faut savoir que dans tous les satellites Starlink, il y a du ST Micro. Cocorico quand même, les amis. Mais oui. Franchement, ça fait plaisir. Mais oui, ça fait On est à la fin de l'année, le Papa Noël va pas tarder à passer. On a de bonnes nouvelles quand même, Damien. Ah mais complètement. En fait, je crois que c'est dans l'antenne plutôt que tu as du Starlink, enfin peut-être dans les deux. Et effectivement, c'est assez magique leur histoire. J'avais regardé ça. Alors j'avoue honnêtement, c'est en préparant l'émission que j'ai découvert qu'il y avait du ST micro. Je le dis honnêtement. Il y en a partout du ST. Et oui, mais spécifiquement avec du Starlink depuis 10 ans. Plein d'équipements électriques. Très honnêtement. Et j'ai regardé donc ce qu'ils faisaient et c'est quand même assez bluffant, puisqu'en gros, vous vous rappelez les anciennes paraboles qu'il fallait orienter et qui des fois tournaient pour essayer de capter le satellite. Bien sûr. Et ben, en gros, pour faire très simple, ce qu'a mis ST dedans, c'est une technologie qui permet finalement de
numériquement, virtuellement orienter l'antenne Starlink vers le satellite qui va bien, la nuée de satellites qui est autour de la Terre, et sans avoir à bouger le petit rectangle. C'est génial comme technologie. Donc c'est génial, c'est absolument génial comme idée. Et donc j'avoue effectivement que c'était une jolie surprise aujourd'hui en préparant ça. Alors, ce qui est intéressant, c'est ils font pas juste que la fourniture, ils ont fait de la co-conception dès le départ. C'est-à-dire que Starlink est venu les voir il y a 10 ans, pas juste pour dire tiens, je vais récupérer ça et ça, c'est de dire écoutez, nous on a besoin de ça, on vient vous voir parce que vous semblez être des experts dans la conception de différents composants, de circuits, tout ça, et nous c'est ça. Donc il y a eu la première partie conception, ensuite il y a eu le parti 2019-2021, passage à l'échelle, montrer, parce qu'il a fallu que ST Micro montre qu'ils étaient capables parce que quand l'autre arrive et dire je vais en faire 60 000 de satellites. Ouais, vous êtes prêts les gars? Vous êtes prêts? Donc du coup il aura quand même fait, je regardais 5 milliards de composants déjà livrés. Ouais, c'est dingue. Même si c'est extrêmement petit, etc. Et puis et c'est à la fois pour les antennes mais aussi pour les satellites. Il y a des composants dans les satellites Starlink et notamment les dernières générations. Et ce qui est intéressant, c'est qu'après, donc monter à l'échelle, et puis ensuite, le truc commence à bien tourner, ça industrialise, et puis là, Starlink qui revient derrière, dit bon, maintenant, il nous faut des choses qui consomment moins d'énergie, qui coûtent moins cher. Donc là aussi, encore un effort industriel à faire de la part de ST Micro. Et puis, il faut déjà se positionner pour la suite parce que derrière, il y a quand même, que ce soit en Europe, on a des Infineon. Enfin, il y a des Chinois qui peuvent Starlink, ils regardent, ils sont pas mariés avec ST Micro. Ils sont avec eux depuis 10 ans, mais voilà, on l'a vu Tesla dans le monde de la voiture. Il y a un moment, ils ont dit bon, eux, on arrête, on va aller les voir eux. Et donc, voilà, il faut être prêt à cette nouveauté avec, tu disais, la configuration logicielle, des nouveaux composants. Je regardais un petit peu ce qu'il y avait sur toutes les liaisons optiques intersatellites aussi. Ils vont travailler sur ce sujet-là. Et donc, voilà, il faut que ST Micro, maintenant, ça s'inscrive dans la durée, quoi. Ce soit un partenariat qui continue. Et donc, je pense que c'est plutôt pas mal. Souvent, on déprime un petit peu la tech européenne. On vient souvent, on n'a pas ce marché unifié, on n'a pas assez d'argent, etc. Et pour moi, c'est vraiment l'exemple plus petit, en tout cas, de ce qu'on essaie de construire chez OVNI, c'est que l'Europe est forte à quoi? L'Europe est forte sur tout ce qui est R&D, innovation, centre de recherche. Industrie, quelque part, un peu, non? Oui, exactement. Là où on est moins bon, c'est vrai que ça manque de capitaux et ça manque de clients qui peuvent transformer vraiment ces sociétés. Et pour moi, c'est vraiment l'exemple typique de la boîte européenne qui peut réussir, c'est en s'alliant avec les Américains, surtout sur de la commercialisation. Et aussi de la capitalisation. Là, l'intégration. Et on a, enfin, c'est un peu ce que je répète depuis que je viens sur ce plateau, et ça va faire 8 ans maintenant que je viens sur ce plateau, c'est qu'en fait, on est quand même plus fort avec les Américains que contre. Et c'est un énième exemple que, en fait, malheureusement ou heureusement, on dépend quand même fortement d'eux sur la réussite de nos boîtes. Voilà. Ouais, mais ils ont besoin de nous aussi. Ils ont besoin de nous, c'est un échange. Apple, sans ST Micro, alors peut-être qu'ils pourraient faire leur iPhone, sans doute, mais ils seraient embêtés, ils seraient obligés de trouver un autre fournisseur avec un cahier des charges à renouveler, etc. Mais souvent, la discussion, en fait, Starlink, pareil. Souvent, la discussion, elle souhaite nous opposer aux Américains, et c'est vrai qu'avec la rhétorique politique actuelle, c'est facile mais c'est un énième exemple où, en effet, on a besoin d'eux. Ils ont besoin de nous. Donc moi, c'est pour ça que je suis très confiant à la capacité, en tout cas, des technologies européennes à émerger, mais avec les bons alliés, les bons alliés. Ils travaillent aussi avec Eutelsat, il faut savoir, ST Micro. Alors, je ne sais pas si c'est à la même échelle qu'avec Starlink, mais voilà, que l'on ne se dise pas que les Européens sont passés à côté de ST Micro. Non, c'est clair. Et je trouve qu'on a intenté un mauvais procès à ST Micro ces derniers mois, parce que, certes, ils ont, comme je disais, ils ont flanché avec les voitures électriques, mais c'est pas eux qui décident si le marché se porte bien ou pas. Mais voilà, ils font d'autres choses et c'est une boîte intéressante qui ne méritait pas, à mon avis, toute la mauvaise presse qu'on a pu lui infliger ces derniers mois. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils misent vraiment sur l'intégration, sur les volumes évidemment. Pour les industriels, il faut qu'on passe de l'argent, mais aussi sur l'intégration. Et ça, je trouve que c'est assez intelligent de pas juste dire, on va juste vous fournir les trucs. Non, on développe ensemble, on intègre ensemble et on travaille ensemble et ça peut être fructueux. On espère que dans 10 ans, on fêtera les 20 ans. Dans l'actu, on traverse l'Atlantique pour aller du côté des États-Unis et nous intéresser à Mustapha Suleyman. Est-ce que vous connaissez ce monsieur? C'est le responsable de l'IA grand public chez Microsoft. Et il a affirmé, sans détour, que Microsoft pourrait tout simplement jeter l'éponge face à une IA devenue incontrôlable.
Bizarre comme sortie. Enfin, pourquoi pas ? Après, c'est pas le premier dirigeant d'une grosse boîte qui met en garde contre les dangers de l'IA. Mais là, c'est quand même assez étonnant parce que Microsoft capitalise sur l'intelligence artificielle. On le sait avec les accords qu'ils ont avec OpenAI et puis avec tous les autres aussi. Et puis, d'un autre côté, on a ce responsable de l'IA chez Microsoft qui est qui est quelqu'un qui a pignon sur rue, qui dit attention, on pourrait ralentir tout ça si on se rend compte. En fait, qu'est-ce qu'il y a derrière cette phrase ? C'est que si un jour l'IA dérape et qu'on n'arrive plus à la contrôler, on pourra appuyer sur le bouton rouge pour tout arrêter, en fait. Mais qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire, Fred ? T'as compris un petit peu c'est quoi cette sortie, pour moi, en fait ? C'est de la communication, c'est Microsoft. Aujourd'hui, on est en train de parler de bulle IA, de tous ces investissements considérables, de cette course à l'IA déjà très forte aux États-Unis. On essaie de dire que la Chine, il va falloir accélérer parce que la Chine est en train d'accélérer aussi. Là, moi, je trouve que Microsoft, il se pose un peu le leader responsable. Les gars, ne nous affolons pas. Moi, c'est un peu comme ça que je vois ça. C'est un peu un effet de communication à l'heure où tous les autres sont partis dans une course en l'avant et on va trouver l'IA générale qui va nous remplacer. Et il y a certains qui sont du côté mystique. Quand tu entends Sam Altman, Marc Andreessen qui dit on va tout guérir, il y aura une solution à tout. Comme à une époque, la tech, on disait vous inquiétez pas, la tech, ils vont tout résoudre. Les Américains, ils étaient à fond là-dessus. Aujourd'hui, vous inquiétez pas, l'IA va tout résoudre. Et je pense que là, Microsoft se pose un peu le leader responsable, dire attendez, calmons-nous, on avance. En fait, ce Mostafa Suleyman dit que Microsoft ne développera pas un système qui pourrait lui échapper. Et lui, il prône plutôt pour une super intelligence humaniste qui serait toujours, en fait, l'outil de l'humain et non pas là pour dépasser l'humain. Mais bon, effectivement, c'est un peu une lapalissade, non ? Qu'est-ce que tu en penses, Augustin ? Ouais, c'est marrant, ça me fait penser au papier IA 2027 qui avait été écrit par le cofondateur d'OpenAI, qui est parti d'OpenAI pour monter son espèce d'IA humaniste. Ilya Sutskever. Voilà. Et en fait, qui explique qu'il y a un monde où on arrive à arrêter l'IA et il y a un autre monde où en fait on n'arrive pas à arrêter l'IA. Et moi je pense qu'on n'arrivera pas à arrêter l'IA parce qu'en fait on est dans une course civilisationnelle contre d'autres. Et ce qu'il y a de plus rigolo, c'est que Microsoft est dans cette course aussi. Et je pense pas qu'un Donald Trump ou même le gouvernement américain va dire à Microsoft arrêtez-vous maintenant. Il faut redoubler d'efforts maintenant, sinon c'est l'Asie qui va gagner et il faut que ce soit nous qui gagnons. Alors je ne sais pas si le contexte est le bon, mais je me demande si, en fait, ils annoncent, Mustapha fait cette annonce, parce qu'il y a quand même des résultats super décevants sur l'utilisation de Copilot par les clients Microsoft. C'est vrai que Copilot... Moi, je suis pas d'accord là-dessus. Mais je me dis, tiens, c'est un bon moyen de... Microsoft a sorti son étude, l'utilisation de Copilot est plutôt bon. Sur 140... Tu as vu, ils ont fait 144 000... Moi, je rejoins. Mais attends, Microsoft vient de sortir son étude dans les entreprises. Ils ne sont pas sur les mauvais résultats de Copilot, pas du tout. Ils sont même totalement... j'espère que ce n'est pas eux qui ont sorti cette étude. Parce qu'à ce moment-là, on peut douter de la véracité des résultats. Ils ont sorti auprès de leurs clients. Moi, je vous avoue que j'étais assez circonspect sur Copilot et depuis plusieurs semaines, je rencontre vraiment des patrons informatiques de très grandes boîtes. Ils sont contents. Ah non, je t'assure qu'ils ils disent on est à plusieurs dizaines de requêtes par personne. Alors ça reste de la productivité autour des outils. C'est sûr que c'est pas histoire de se rassurer vu l'augmentation de 16% des tarifs. Mais demande-leur ce qu'ils font. Tu vas voir ce qu'ils font. C'est vraiment. Moi, je regrette chez nous qu'on n'ait pas Copilot pour la rédaction des mails, pour faire des présentations. Moi, je te rejoins sur l'aspect effectivement contre-feu potentiel, sur le côté résultat, etc. Maintenant, il y a le truc, c'est que ce côté IA humaniste qui est à côté de nous, c'est Copilot. Donc en gros, c'est ce côté, on va pas avoir une machine qui va vous prendre la main, elle va être restée à côté de vous. Donc ça va quand même dans la doxa qui est mise en avant, qui est celle qui est vendue, on va dire par Microsoft au DSI. Et pourquoi pas la question, d'abord, le sérieux du gars. Le gars, il vient quand même chez DeepMind, quand même une belle boîte. Ils sont des gens responsables dans ce qu'ils font. Donc c'est intéressant. Sa parole a de la. Oui, bien sûr. Maintenant, effectivement, il y a un petit côté marketing. On a bien cette sensation-là. Tu le disais, un petit côté un peu marketing qui peut émaner de ça. Aujourd'hui, c'est un outil de communication, l'IA. Complètement. En plus de la techno et tout ça. Surtout qu'il y a un petit côté pompier pyromane aussi chez tous ces acteurs-là, quels qu'ils soient. Il n'y a pas que Microsoft. Mais moi, ce que j'entends, c'est pas tant le fait qu'on dit il faut arrêter, c'est plus le fait de se dire on est responsable dans le fait de se dire que s'il faut tirer la prise, on tirera la prise. Ça vaut ce que ça vaut. Les promesses n'engagent que ceux qui les croient. Mais dans tous les cas de figure, ça peut rassurer.
des gens qui, dans des entreprises, en B2B, doivent faire un choix à un moment de produit IA et qui se disent, OK, là, j'ai peut-être un acteur qui est déjà bien implanté chez moi et qui donne une image de responsabilité versus, on va pas le nommer, mais un ChatGPT qui a l'air qui est un peu un chien fou. Qui est un peu chien fou et peut-être que finalement, c'est pas mon job. C'est ça, non, voilà. Moi, ce que je trouve qui est inquiétant quand même... Qui risque de me piquer mon job. C'est pour ça qu'ils ont quand même viré des gens chez Microsoft. 10% quand même des gens en France, notamment sous couvert d'IA. Ce qui est inquiétant aujourd'hui aux États-Unis de façon générale, tous ces acteurs, c'est qu'ils ont un seul cheval de bataille, c'est l'IA. Donc énergie propre, on a laissé tomber. Il y a plein de trucs qu'on a laissé. La recherche fondamentale, ils ont laissé tomber. On a vu ce qui s'est passé à Columbia, à Harvard. Mais l'enjeu, il est générationnel. Il n'y a jamais eu un enjeu aussi fort dans l'histoire du monde, en fait. C'est la révolution industrielle au carré. Oui, mais que les États-Unis basent tout sur l'IA, et je pense que là, il y a certains qui commencent à dire attention, on va peut-être un peu trop loin, surtout quand on voit les milliards qui sont investis. Je pense qu'il y a cette course, cette obsession un peu course à l'IA, elle en fait, c'est la culture américaine du prendre du risque. En fait, c'est le. Bon, ben voilà ce qu'on pouvait dire sur ce sujet assez étonnant. Bon, écoutez, on verra bien si ces craintes sont fondées ou pas. Augustin, Damien et Fred, on revient dans un instant. Il nous reste encore une bonne demi-heure de débrief de l'actualité tech dans Tech & Co, la quotidienne. On va parler de cette mise à jour que les Européens attendaient. La traduction en direct arrive sur les AirPods. Ça y est, il suffit de télécharger iOS 26.2 et normalement vos AirPods se mettent à jour si vous avez la version 2 ou 3 et vous pouvez bénéficier de ça. Paraît que c'est pas le top du top. Je sais pas si vous avez pu tester tout ça. On parlera aussi de Google qui justement ne veut pas se laisser distancer sur la traduction en temps réel et visiblement ferait mieux qu'Apple sur ce sujet. Et on parlera aussi de la DGSI qui remplit pour 3 ans avec le logiciel Palantir qui, rappelons-le, est un géant non pas européen, les amis, mais américain. Ouais. Voilà, c'est un peu le paradoxe. Tech & Co, la quotidienne, petite pause et on revient. À tout de suite. Merci d'être là en tout cas. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business. Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech. Le retour de Tech & Co, la quotidienne, il est 20h02 en ce lundi soir. Toujours sur le plateau, Augustin Seyer, nous avons aussi Damien Douany et Frédéric Simotel, bien sûr. On commente l'actu tech du jour de ce lundi 15 décembre 2025 et on va repartir tout de suite avec Apple. C'est vrai qu'Apple avait promis un lancement en décembre pour la fonctionnalité de traduction en direct des AirPods au sein de l'Union européenne et c'est désormais chose faite avec iOS 26.2 qui a été lancé vendredi. Alors l'IA va-t-elle nous permettre d'en finir une bonne fois pour toutes avec la barrière de la langue ? On écoute tout de suite les explications d'Anthony Morel. C'était ce matin dans Good Morning Business. Il faut se rendre à l'évidence, la barrière de la langue n'existe plus aujourd'hui. C'est-à-dire que ce qui faisait peut-être encore le charme d'un voyage à l'étranger où vous essayez de baragouiner pour vous faire comprendre et puis vous compreniez pas tout à fait ce qu'on vous disait et ça faisait partie de l'exotisme un peu de l'expérience, tout ça c'est terminé. Maintenant vous avez juste à mettre vos écouteurs dans les oreilles et vous allez avoir une traduction instantanée comme si vous aviez un interprète qui vous murmurait au creux de l'oreille. Alors ça c'est possible depuis ce week-end avec la dernière mise à jour des AirPods. Il y a eu la mise à jour iOS 26.2 pour être précis, et donc on a cette fonctionnalité qu'on attendait, qui était déjà disponible aux États-Unis et qui arrive aujourd'hui en Europe. Avec nos questions de réglementation, ça prend toujours un petit peu plus de temps. Rendons à César ce qui est à César, parce qu'Apple est loin d'être le premier. Google le propose déjà depuis plusieurs années avec ses Pixel Buds, mais bon, les AirPods, c'est les écouteurs les plus vendus au monde, donc forcément, on peut imaginer que ça va démocratiser un peu le mouvement. Donc là, le principe est simple, vous allez juste appuyer sur les deux tiges, donc des deux côtés des écouteurs, et vous allez vous mettre en mode traduction instantanée, et à ce moment-là, eh bien, tout ce que vous dit la personne en face de vous va être traduit exactement comme si vous aviez un traducteur qui vous parlait. Plus besoin d'aucun effort. Ben c'est ça. Aucun verbe irrégulier. Ah ben alors là, rien. C'est vraiment la fainéantise poussée à son paroxysme. Enfin, c'est vrai que c'est quand même très très pratique quand on est à l'étranger. C'est pas parfait. Il y a un petit peu de latence. La traduction, évidemment, il y a toujours des petites imprécisions, mais quand même, c'est extrêmement pratique que ce soit dans un cadre personnel ou professionnel.
Voilà les explications donc d'Anthony Morel concernant cette fonctionnalité qui était très attendue et qui est quand même assez magique. Imaginez, vous chaussez vos AirPods, vous avez votre iPhone posé quelque part. Je crois que vous n'avez même pas besoin de réseau puisque vous pouvez préalablement télécharger les langues. Et là, vous avez quelqu'un qui parle dans une langue que vous ne comprenez pas et vous avez la traduction en temps réel dans vos oreilles. Alors en temps réel, c'est ça le souci. Je ne sais pas si vous avez testé, mais alors moi, en toute sincérité, je n'ai pas eu le temps de tester, mais j'ai commencé un petit peu à regarder les premiers tests. Et visiblement, c'est pas le top, quoi. C'est-à-dire que ça fonctionne, ça fait le job, mais il y a énormément de latence. Vous savez, c'est un peu comme les correspondants BFM TV qui sont dans le François, par satellite, oui. Oui. Oui, tout à fait. Donc c'est ça. Donc après, je veux dire, ça casse un peu le naturel, si vous voulez, d'une conversation, mais ça a le mérite d'exister. Fred, je crois que tu as un copain qui, lui, l'a testé. Oui, en fait, avant l'émission, j'ai envoyé rapidement un WhatsApp en lui disant « Tiens, est-ce que tu testes il est aux États-Unis, donc il a cette fonction-là. Et il m'a juste répondu très rapidement. Je lui ai dit quel est le principal défaut. Il m'a dit « C'est lent ». Non mais Fred, tu pourrais m'envoyer un mail aussi, j'ai testé tout à l'heure, donc si tu veux, tu n'es pas obligé de partir aux US. Alors raconte-nous. Non, mais avoir quelqu'un qui a... Je suis d'accord avec toi. Ouais. J'ai téléchargé hier soir la mise à jour, justement, j'ai testé, là j'ai fait la mise à jour aujourd'hui, j'ai testé. C'est lent, je suis d'accord avec toi, il y a effectivement ce que disait François, ce petit côté un peu décalage. Maintenant, quand on a quelqu'un en face de nous qui parle une langue qu'on ne comprend vraiment pas, que ce soit du japonais ou enfin une langue un peu complexe ou qu'on ne connaît pas, ça fait le job. Je veux dire, par là, ça aide vraiment beaucoup. Donc, il y a une petite latence, c'est pas grave. Si on arrive enfin à commander quelque chose au restaurant et on veut vraiment une chose en particulier, par exemple, ou qu'on trouve son chemin dans la rue. Bref, c'est vraiment pas mal. Et surtout, il y a un air de science-fiction enfin arrivé. Moi, je me rappelle quand j'avais commencé en centre de recherche il y a une vingtaine d'années chez Orange, on imaginait ça sur des fonctionnalités, effectivement, si demain il y a du haut débit dans les téléphones, on n'imaginait pas encore le smartphone, mais on imaginait ce type d'appareil-là en se disant on aura de la traduction en temps réel. C'est génial d'imaginer qu'aujourd'hui, cette traduction-là, elle arrive par des petits appareils qu'on met dans les oreilles et on a la capacité d'entendre et de traduire. Il y a quand même un côté un peu magique et ça va s'améliorer, donc c'est ça qui est vachement bien. Moi, à terme, je trouve que c'est une excellente idée. Mais aujourd'hui, c'est vrai que je pense que c'est une fausse bonne idée, en fait. J'aimerais bien, François, je ne sais pas si on les a, ou Fred, avoir les statistiques, à quel point c'est utilisé dans les pays où c'est possible de les utiliser. Est-ce que c'est vraiment utilisé ? Parce qu'en fait, c'est encore un de ces usages où, en fait, tu mets ton téléphone au milieu, tu demandes à ChatGPT de traduire la conversation, et je pense que la plupart des gens vont faire ça. Je me vois pas, en tout cas, tant que c'est pas instantané, je sais pas. Je vois personne qui va parler comme ça à la personne en face. Je sais pas si vous avez vu les vidéos derrière. Ouais. C'est à la limite risible, en fait. Pour moi, c'est un outil d'appoint. C'est de l'appoint. T'es bloqué. Et encore, regarde, elle montre son téléphone. Là. Ouais. Non, mais pour moi, c'est ça. C'est plus outil d'appoint. T'es bloqué. Effectivement, une langue que tu connais pas du tout. Mais aujourd'hui, tu sors ton téléphone. Tu sors ChatGPT, tu cliques ou Gemini, j'en sais rien. Mais je vois pas la personne, bouge pas. Ou peut-être qu'en fait, je rate quelque chose avec les Gen Z. Mais les Gen Z, en fait, ne sortent même plus leur téléphone. Et donc, en fait. Moi, mon sentiment, c'est celui-là. Tu ne sors pas ton téléphone. En fait, il y a vraiment ce côté. C'est comme les lunettes, tu vois, les lunettes méta, où tu as aussi cette fonction de traduction. Tu les as là. Et t'as pas besoin de sortir. Mais qui ne sort pas son téléphone aujourd'hui ? Personne, en fait. Les Gen Z. Je sais pas, en fait, c'est une bonne question. Moi, j'en ai quelques-uns en face de moi quand je donne des cours, parce à l'école. Et en général, si tu veux, il y a certains qui se battent tout le temps avec leur AirPods et ils sortent pas leur téléphone. Mais t'as raison, c'est une minorité. Je dis pas le contraire. Et puis après, ça va s'accélérer, ça va s'améliorer. Aujourd'hui, c'est un peu lent. Exactement, mais c'est ce que je dis. Voilà. À long terme, je pense que c'est le futur. On peut imaginer que petit à petit, avec la puissance processeur, l'optimisation, tout ça, on arrivera à avoir une quasi-traduction. Parce qu'en fait, pourquoi c'est lent ? Parce que, en fait, Apple et le logiciel attend que la phrase soit terminée pour en comprendre le sens et la traduire après. C'est pas comme un interprète qui va traduire. L'allemand. Je sais pas si vous avez remarqué, mais un interprète, il traduit mot à mot ce que vous dites, quitte parfois à corriger parce que le cerveau humain est parfait pour ça, si vous voulez. Mais le logiciel d'Apple est obligé d'attendre la fin de la phrase pour pouvoir la traduire. C'est pour ça que si je fais une longue phrase, il va falloir attendre la fin de cette phrase pour que le process de trad... C'est comme l'allemand où le verbe est à la fin. Donc, soit tu commences à comprendre le début, tu dis je vois ce qu'il va me dire, soit tu dois attendre à la fin pour dire qu'est-ce qu'il va me... Mais tu sais que c'est marrant ce que tu dis, que culturellement les Allemands ne s'interrompent moins. Oui. Parce que c'est compliqué de s'interrompre si tu connais pas le... Donc c'est peut-être mieux pour la culture allemande, ça va être adopté plus vite. Par contre, je pense que ça peut être très bien, c'est le jour où tu vas pouvoir télécharger, alors dans la langue de tous les jours, voilà,
Mais quand tu vas avoir des discussions juridiques, tu vas dire bah tiens, télécharge-moi le dictionnaire juridique, tu vois, beaucoup plus précis, surtout par rapport à un pays. Le dictionnaire technique, parce que je suis en train de sur une doc, enfin avec une discussion technique. Je pense que ça va être pas mal de pouvoir verticaliser un peu, tu vas avoir des choses un peu plus spécialisées. Vraiment l'idée d'avoir un traducteur dans mon oreille, mais je trouve ça tellement génial. Imagine en réunion. Tu vois, c'est fini le globish, tu vois. Ouais, le traducteur là. Oui, voilà. Ouais, mais Fred et François, ils en ont un là. Ça existe déjà, ça. En fait, c'est Léa qui traduit. Alors, c'est vrai qu'on a une petite oreillette, mais cette oreillette nous permet de discuter avec la régie. Et effectivement, d'avoir un retour d'une traduction quand on interviewe quelqu'un en langue étrangère, derrière, c'est un humain qui fait l'interprète, si tu veux. Et c'est pour ça que c'est intéressant. Mais bon, on voit que l'IA arrive sur ce truc-là. Et voilà. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que Google fait mieux, visiblement. Alors, juste une petite chose avant de passer à Google. Il faut préciser un truc, parce que moi, quand j'ai voulu le tester tout à l'heure, au début, ça marchait pas. Je me disais, mais pourquoi ça marche pas? Et en fait, j'ai compris, c'est qu'en fait, il faut, et c'est la logique d'écosystème d'Apple, il faut télécharger l'application traduction d'Apple, que j'avais virée, parce que j'avais gardé que Google Translate. Et il faut impérativement l'application traduction d'Apple qui fait le lien avec les AirPods, et après toutes les fonctions se débloquent. Donc je vous le dis, si vous écoutez ou si vous regardez l'émission, téléchargez l'application Apple si jamais vous l'avez virée, parce qu'elle est elle est un peu moins bien que celle de Google, il y a moins de langues qui sont prises en compte notamment, mais bon, peut-être que celle-là, je vais lui redonner sa chance dans tous les cas de figure. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que, évidemment, vous le savez, il y a une compétition qui est permanente entre ces géants de la tech américains, et Google a dégainé. Alors, il faut savoir que Google fait ça depuis longtemps. Google est un spécialiste de la traduction depuis de très nombreuses années. Je ne sais pas si vous utilisez souvent les produits Google, mais la trad en temps réel, en sous-titres sur YouTube, ça fait des années que ça existe. Alors au début, c'était pas terrible, mais on voit que petit à petit, l'IA progresse. Et aujourd'hui, parfois, je suis bluffé par les traductions qu'il y a. Mais il faut du doublage maintenant. Il y a même du doublage. Je ne sais pas si vous avez... sur YouTube, c'est incroyable. Toutes les grosses vidéos, par exemple, de YouTubers stars comme MrBeast, etc., sont doublées. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que je crois que dans le top 10 des vidéos les plus regardées en France, il y a une vidéo de MrBeast qui fait partie des 10 vidéos les plus téléchargées et les plus regardées en France, alors que c'est un YouTuber américain, parce que justement, il y avait cette fonction de traduction qui a été enclenchée. Alors encore, au niveau du ton, c'est pas encore ça. Bonjour, je suis MrBeast. Alors là, je suis au Mexique actuellement. Enfin bon, pas encore ça. Mais bon, tu as raison, ça peut être comprendre. Mais tu as le sens, ça va arriver, de la discussion. Oui, même avec l'élève, ça va arriver. Petit à petit, tu vas avoir on va dire, ça va s'améliorer. Et donc, Google fait mieux, visiblement, que Apple avec leur système, avec Gemini, notamment. Tu viens de donner la réponse, tu viens de dire ils le font depuis longtemps, ça veut dire qu'ils s'entraînent sur des corpus hyper massifs, tu vois, depuis longtemps. Ils savent reconnaître, je regardais un petit peu, ils savent travailler sur les contextes longs, des tournures orales un peu compliquées, sur des changements de sujet en plein milieu de la phrase, alors que comme tu disais, Apple, alors que là, Google sait jouer ça. Ils savent jouer sur des langages familiers, du langage familier, sur des accents, ils savent jouer sur des phrases incomplètes, ils savent jouer sur la reformulation. Voilà, rien que pour ça. Alors que Apple, il faut que tout soit bien clair, bien designé, parce qu'ils ont un tel entraînement en amont que, après le Gemini qui est du statistique probabiliste, oui, on sait reformuler, on sait travailler ça. Ça pose pas, je veux pas sortir hors sujet, mais l'éternelle question est-ce que Apple est en train de rater un virage en ne développant pas son propre LLM en fait. Ou en ne se rapprochant pas d'un quelqu'un qui a déjà bien avancé. Si tu veux, là-dessus, je pense que Apple est toujours dans une logique de verticalisation. On prend Maps, un plan. Qui finalement est le concurrent de Google Maps. En 10 ans, ils n'ont toujours pas rattrapé leur retard. Même s'ils ont fait beaucoup de progrès, il n'y a rien à dire là-dessus. Même il est meilleur même sur certains trucs, notamment les chemins à pied. Mais à côté de ça, pour l'instant, ils n'ont pas encore rattrapé. Donc c'est la preuve que c'est du temps très 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 long. Ouais. Et donc typiquement sur la traduction, ils y sont arrivés il n'y a pas longtemps. Alors Google Translate existe depuis longtemps. Et ils partent sur le cloud aussi. Apple, ils font ça en local, donc peut-être plus de ressources aussi sur le cloud. Oui. Alors là, pour le coup, c'est minimum d'iPhone 15 qu'il te faut pour le système de traduction en temps réel, et c'est AirPods un minimum. Et Google Gemini, pour le coup, j'ai pas creusé cette partie, ce point-là. Je sais pas si eux partent tout de suite sur le cloud. Dans le cloud. Ils le font pas en local. Donc ça veut dire aussi qu'ils ont une capacité de calcul qui peut être
plus importante. Bon, enfin voilà, en tout cas, oui. Juste pour dire Damien. le truc intéressant, donc pour finir avec Google, c'est que eux se veulent agnostiques. Donc autrement dit, eux ils font pas du hardware, ils en font bien sûr, mais ils font surtout du software. Donc tu le disais, alors qu'Apple propose une dizaine de langues aujourd'hui, eux ils en proposent plus de 70. Et puis surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'ils se veulent agnostiques au sens où l'idée c'est de dire vous avez des appareils Bluetooth, quel qu'il soit. Donc j'ai pas testé encore avec AirPods, mais théoriquement, en gros, c'est du soft qui prend la main. Tu ouvres l'application Translate, tu bascules sur la version de traduction en temps réel, et là c'est le logiciel avec du Gemini derrière qui fonctionne. Donc à tester en faisant le mélange des deux, du AirPod avec de la traduction Gemini. Ça, j'ai pas eu le temps de le faire encore. À voir, on a parlé de l'avenir des traducteurs, mais à voir aussi l'avenir de tous les éditeurs de logiciels, hein, les Duolingo, enfin tous ces gens-là, les Babel. Aussi, il y a des questions à se poser sur. C'est encore autre chose, évidemment. je pense. On a un champion européen qui s'appelle DeepL, Oui. DEEPL. C'est une des licornes de traduction. Et c'est marrant, moi je pensais qu'il serait mort. Et la boîte continue de bien tourner. Donc j'imagine qu'il y avoir un Oui, business. parce qu'ils doivent avoir un Mais savoir-faire. surtout parce que ils ont été tu sais pourquoi DeepL à la base? Parce qu'en fait le truc c'était Deep Learning. Ils ont été les premiers à utiliser la logique de Deep Learning pour faire Sur sur de la Ah oui, traduction. donc ils étaient en avance par rapport aux solutions Google. D'où le nom. Et en fait, depuis très longtemps, ils font de l'IA. Et c'est pour ça que leur traduction est très... Et il y a un Français dont le nom m'échappe, qui est une boîte qui fait que du B2B. Et eux, ils utilisent de l'IA, mais depuis plusieurs années, dans une logique de traduction, pareil, contextuelle. En fait, l'idée, c'est pas de faire mot à mot, c'est vraiment de prendre tout le sens de la phrase, tout le contexte, et d'arriver à traduire. Le nom m'échappe, ça m'en reviendra peut-être. Non, Dicté, ils sont... Non, c'est une boîte française, alors, ils sont inconnus au bataillon. Je veux dire, B2C, ils n'existent pas, mais ils font que du B2B, et ils sont très très bons. Voilà donc pour... Écoutez, voilà cette traduction en temps réel, pas tout à fait en temps réel, mais en tout cas ça arrive et ça va devenir sans doute l'un des aspects hyper concurrentiels entre tous ces géants de la tech. On n'a pas parlé d'OpenAI, mais je suis persuadé que OpenAI doit travailler aussi sur un système de trad comme ça en temps réel. 20h16, je vous propose d'évoquer maintenant notre sécurité et notre défense avec la DGSI qui prolonge, écoutez bien, parce que cette info est quand même assez étonnante, la DGSI qui prolonge pour 3 ans son contrat avec l'américain Palantir, 10 ans donc après la première signature. L'entreprise américaine spécialisée dans l'analyse de données s'impose donc une nouvelle fois dans les arcanes de la sécurité française. Ce mastodonte porté par l'IA et les enjeux de sécurité affiche une croissance supérieure à 50% cette année et une valorisation boursière qui dépasse les 430 milliards de dollars. Jean-Baptiste Huette nous met dans le bain et après on débat évidemment sur ce sujet. Au lendemain des attentats de 2015, la France manque d'outils capables d'exploiter les masses de données produites par le renseignement intérieur. Palantir s'impose alors comme la seule solution immédiatement opérationnelle. Le partenariat est noué, puis reconduit à plusieurs reprises, faute d'alternatives crédibles. Palantir est plus qu'un simple logiciel et c'est ce qui fait sa force. Il a notamment été mobilisé lors des Jeux Olympiques en 2024 dans un contexte de sécurité maximale. Le groupe fournit l'intégration, le support, l'assistance opérationnelle, en clair, des systèmes imbriqués dans le fonctionnement quotidien de la DGSI. Difficile donc à remplacer. La question de la souveraineté se pose puisque Palantir est une entreprise américaine soumise au droit américain. Le groupe assure que les données sont hébergées sur les serveurs des clients, sur des réseaux isolés, avec des personnels français habilités. Palantir ne travaille pas uniquement pour la sécurité, loin de là. Ces solutions sont aussi largement utilisées par de grands groupes industriels comme Airbus, preuve que ces outils vont bien au-delà du seul champ du renseignement. L'État parle toujours de transition vers une solution souveraine, mais 10 ans après, cette autonomie reste à construire. Voilà. Tout est dit finalement. Quand on a une bonne solution qui n'est pas souveraine, qui n'est pas française, qui n'est pas européenne, on va la chercher où elle est présente et où elle est bonne. Et là, visiblement, c'est Palantir qui met tout le monde d'accord, Fred, non ? Oui, et puis, moi je connais bien, ça fait des années qu'on le suit, puis d'ailleurs, Jean-Baptiste disait, c'est l'ancien patron de... Il faut savoir que longtemps, l'un des premiers dirigeants français de Palantir, c'était Jérôme Brigier, le patron de Airbus, qui avait installé Palantir chez Airbus, et qui, c'est pas Jérôme, on retrouvera son nom, et c'est lui qui a dirigé Palantir, donc par la suite. Et aujourd'hui, alors les questions de souveraineté, ils y répondent aujourd'hui. Alors évidemment, c'est pas la souveraineté telle qu'on l'imagine, mais c'est quand même de l'hébergement local. Palantir ne fait que fournir l'outil.
ils ne sont pas du tout sur la data. La data, c'est l'entreprise. Une fois que l'outil est installé, c'est l'entreprise qui utilise. C'est comme Microsoft, ils nous fournissent Word et après on écrit ce qu'on veut dessus. C'est un peu la même chose. Alors, tous les contrats sont en droit européen. Alors, je ne vais pas défendre Palantir parce que tout n'est pas parfait, mais il y a quand même, ils fournissent une transparence en partie des algorithmes, ils fournissent une traçabilité aussi du raisonnement de la façon dont l'outil fonctionne. Donc voilà, ils ont donné suffisamment de gages de garantie. La DGSI, ils sont pas fous, hein. Ils vont pas confier tout ça à un outil 100%, américain qui aurait porte ouverte américain. Voilà. Mais aujourd'hui, la question que l'on se pose, c'est on n'a pas d'alternative. Fred, tu dis pas fou, mais je pense qu'il y a un enjeu de toute façon des GSI équivalent américain, équivalent anglais, avec un partage de données qui est tellement fort, et qu'aujourd'hui, c'est celui qui a réussi à agréger la meilleure info. On me le souffle, c'est Fabrice Brégier. Voilà, c'est pas Jérôme, c'est Fabrice Brégier, ancien patron d'Airbus et qui a longtemps dirigé. Toi, t'as une oreille. Moi, j'ai la traduction instantanée. Mon cerveau direct, hop là. Mais je pense que c'était Alex Karp, le CEO de c'est Alex Karp, le CEO de Palantir, qui expliquait qu'en fait aujourd'hui, les pays occidentaux ne peuvent pas se débarrasser de Palantir. Se retrouveraient complètement nus. Il y a pas l'équivalent européen, américain même, qui arrive à agréger un tel amas de données pour protéger les sécurités de ces pays-là. Ça fait 10 ans qu'ils travaillent avec eux. Tu sais, je préfère être bien défendu par un Palantir, mais c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, cette alliance un peu transatlantique. Bien défendu que mal défendu par un acteur local ou européen. Enfin, je veux être défendu par le meilleur acteur. Pour moi, c'est le constat de l'échec européen et français. Ah oui, derrière, oui. Autant il y a quelques années, tu peux comprendre, comme dans le cloud, pareil, tu peux comprendre qu'il y a quelques années, tu choisissais un AWS, un Azure parce qu'il n'y avait pas l'équivalent. Aujourd'hui, tu peux avoir des équivalents dans le cloud, mais cette solution-là, qui avait été plusieurs fois poussée par la France, en disant on va avoir un Thales, on va avoir un Dassault qui va être capable de développer des choses comme ça, ils n'y arrivent pas. Donc ça peut être effectivement une démonstration de la puissance ou de la performance américaine, je ne dis pas le contraire. D'abord, il faut se rappeler que c'est Peter Thiel quand même derrière, au tout début. Et d'autre part, c'est surtout un constat d'échec, je pense, d'être capable de monter un outil qui puisse permettre à un pays comme la France, ou même à plusieurs pays en Europe, d'être capable de gérer sa propre sécurité par ces données. Parce qu'il faut quand même se rappeler que ça a été dit dans le reportage tout à l'heure, ce sont les outils qui sont derrière tout ce qui est surveillance derrière les caméras, donc tout ce qui est surveillance par l'analyse d'images qu'on a eu pendant les Jeux Olympiques, etc. Donc il y a un enjeu de sécurité publique. Moi, ça me gêne personnellement que ce ne soit pas un acteur français. Après, nous notre souci aussi, c'est que Palantir, même s'il faut le temps que tu mettes l'outil en place et tout ça, c'est presque, c'est pas du clé en main, mais presque. Alors qu'on a des sociétés de services, des Soprasteria, des Atos et tout ça qui développent ce type d'outil. Mais ça demande toute une intégration, ça demande toute une personnalisation par entreprise, par besoin et tout ça. Là où Palantir un peu arrive avec une boîte, alors je vulgarise parce que on n'a pas juste qu'à l'installer et puis hop, ça installe .exe et ça y est, ça marche. Tu mets pas un CD-ROM, mais tu mets. Et il y a quand même toute configuration à faire, mais au moins il y a un produit sur étagère qui, entre guillemets, s'intègre beaucoup plus simplement qu'aller voir une société de service qui va développer, qui va. J'entends ta déception là-dessus, mais on les Français, on est un peuple très fier d'être français, mais on peut pas être les meilleurs sur tout. Non, en fait. c'est clair. Et en fait, ça fait 15 ans, 20 ans, on n'a pas non plus une politique qui incite à tant ça à l'innovation, à l'entrepreneuriat, au développement de nos boîtes. Donc en fait, c'est un peu. Et je pense que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on est plus fort ensemble. Européen, je parle de DeepL, c'est un acteur allemand. J'espère être aussi fier de l'acteur allemand que de l'acteur français. Aujourd'hui, Palantir a gagné. J'espère qu'un Français va gagner sur autre chose, en fait. On a déjà du mal à faire le dossier médical, le personnel. Le dossier médical, c'est Microsoft. On a déjà du mal. En fait, le problème, dossier médical. Moi, je veux le meilleur dossier médical. Je me fous qu'il soit français. Moi, mon sentiment, c'est que, en fait, il y a une non-compréhension de certains enjeux par certains acteurs. On prend un exemple très simple sur l'armée, puisqu'on parle de Palantir. Donc, au sein de l'armée, ils avaient fait du choix de Microsoft. Aujourd'hui, ils y reviennent, notamment par l'usage de Windows. Il n'y a qu'une entité dans l'armée qui a refusé, qui a développé ses propres solutions, c'est la gendarmerie. Quand ils ont utilisé du Linux, ils ont fait des propres développements. Ce que je veux dire par là, c'est qu'ils n'ont pas pris le meilleur, ils ont fait un choix, mais ils l'ont assumé, ils l'ont développé jusqu'au bout. Donc il y avait une conviction liée à cela. Ouais, c'est une conviction, moi pour connaître ça, alors depuis 30 ans, mais est-ce qu'on est mieux interne de développeurs qui ont développé ça et après mais oui. Aujourd'hui, mais c'est pas la direction de la gendarmerie, c'est parce qu'il y avait une bande de développeurs un peu fous qui. Mais aujourd'hui, c'est un choix qui est payant. Ce que je veux dire, il est payant. Est-ce qu'on est mieux protégé grâce à ça?
En fait, l'objectif de la gendarmerie, on est dans une catégorie, il y a une autonomie de maîtrise du système. Est-ce que l'objectif pour la gendarmerie, c'est d'avoir l'autonomie de son maîtrise, ou au contraire de bien protéger les Français? Ah, mais les deux sont pas incompatibles. Oui, mais évidemment. Mais je sais pas. Là, en l'occurrence, ça fonctionne. Là, simplement le fait de dire que palantir ou pas palantir, ça montre juste qu'il n'y a pas eu, il y a 10 ans, une volonté ou une prise de conscience, peut-être, de développer ça de manière prioritaire. Et aujourd'hui, comme tu le dis, il y a un acteur qui est le meilleur. Ok, très bien, il s'est installé sur le marché, parfait. Et il n'y a personne en face pour le déloger. Donc, moi, c'est plutôt ça qui me pose problème, plus que la question palantir américain. Tu sais, on n'a pas compris les logiciels, on n'a pas compris la gestion des datas. Enfin, voilà, c'est c'est un sujet de plus qui est une déception de plus. Tu sais, on a réduit le pourcentage de PIB dépensé dans ces innovations, je crois, de 1 à 0,5%, un truc comme ça, et on a augmenté les prestations de 15 à 40%. C'est des choix politiques. J'entends, évidemment, moi je préférais qu'un Palantir soit français. Non, mais dans le contexte géopolitique actuel, est-ce que c'est pas un peu... Enfin, on voit que les relations franco-américaines et même européano-américaines ne sont plus les mêmes qu'il y a encore quelques mois. Est-ce que ça... Enfin, je sais pas. Non, mais je sais pas non plus. On pourrait très bien... On a vu, à un moment... Ça va tellement vite. Starlink a bloqué des liens. On a Microsoft qui a été obligé de fermer des boîtes email de la Commission européenne. On pourrait avoir un Trump qui exige de Alex Karp en disant tous les comptes, ils arrêtent d'utiliser Palantir. Je pense pas. Mais on pourrait l'avoir. Mais le fait que Trump veuille se retirer de la protection européenne, en fait, ça va nous forcer à essayer de créer un Palantir européen. Oui. Et en fait, mine de rien, on a peur parce que les Américains les États-Unis se sont retirés de la Chine et que ça a poussé la Chine à créer leur propre solution. Exactement. Et on a peur que les Américains se retirent de la protection européenne. Et peut-être que ça va nous botter le cul. Et je sais pas si j'ai le droit de dire ce mot à la télé, mais ça va nous botter les fesses pour essayer d'enfin s'assumer. Mais le problème, c'est que nous, on a tous on a quelques éditeurs de logiciels qui sont très bons, des Dataiku, tout ça qui travaille parfaitement, mais on a toutes nos sociétés de services qui veulent avoir leur part du gâteau. On l'a vu sur le dossier médical, sur les données médicales. Et là aussi, elles vont tous se battre. Et Palantir, mais tout le monde d'accord en disant nous, on a une solution, allez-y. Bon, écoutez, voilà. En tout cas, c'est reparti pour 3 ans. On n'a pas un Thales, on n'a pas des boîtes comme ça. On a Thales, on a Soprasteria, on a Atos, on a Capgemini. Ils ont tous leurs outils, mais c'est des outils, ils vont venir l'installer chez toi, le configurer. Tu vois, il n'y a pas cette solution. C'est moins le côté... Alors, c'est pas sur étagère complètement Palantir, mais... Palantir, il faut quand même payer des bons frais d'installation. Mais en effet... Oui, mais voilà, c'est pas un... C'est le business Salesforce. C'est ça. On a même SAP qui a une solution aussi qui ressemble. Sûrement. Merci beaucoup à tous les trois pour ce super débrief. Merci Augustin. Merci Augustin Seyer, à très bientôt. Et puis bonne fête à toi. Merci. Augustin Seyer qui est bonne fête le fondateur d'OVNI. Écoute, oui, le message sera passé. Et puis comme tu viens de dire au micro, tout le monde t'a entendu. Merci à Damien Douany. Et merci d'être venu avec ce beau pull qui explose les caméras de pour ceux qui ne le voient pas, qui sont en podcast, il est magnifique, il est rouge. Santa's coming. Exactement, il n'y a plus qu'à dire oh. Et ça vous invite à aller voir le replay vidéo parce que vous ne le regretterez pas. Merci Fred. On se retrouve demain. À demain. Et forcément, Tech & Co, vous savez, le débrief, c'est chaque soir de 19h30 à 20h30. La bonne nouvelle, c'est qu'on a encore une petite demi-heure à passer ensemble avec au sommaire pour ces prochaines 30 minutes. On va s'intéresser au retour d'une marque chinoise qui revient en France. Il s'agit de Realme. On en parle dans quelques instants. Et puis tiens, une intelligence artificielle pour gérer nos déchets ménagers. Tiens, on a quelques exemples très intéressants à vous raconter dans quelques minutes avec nos invités. Et puis bien sûr, le Tech Flash de Léa Benaïm. Ce sera juste après cette petite pause. Il est quasiment 20h30. Un grand merci d'être fidèle à Tech & Co. À tout de suite. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business. Tech & Co, la quotidienne, Tech Flash. Et bien voilà, très belle soirée, 20h30 pile sur BFM Business, que vous soyez à la radio, à la télé, en replay, en podcast. Merci d'être là comme chaque soir. À 20h30, il est temps de retrouver le condensé de l'actu tech de ce lundi. C'est le Tech Flash et c'est avec Léa Benaïm. Bonsoir Léa. Bonsoir François et bonsoir à tous. Et à la une, c'est un clap de fin pour iRobot, le pionnier de l'aspirateur robot, s'est déclaré en faillite et s'apprête à être racheté par son fournisseur chinois. Il y a encore 5 ans, iRobot
iRobot était l'une des marques les plus en vogue du secteur, avec près de 80% de parts de marché. Mais depuis l'échec de son rachat par Amazon en 2022, l'entreprise n'est jamais parvenue à rebondir face à la concurrence asiatique de plus en plus féroce. Aux États-Unis, Apple a perdu son procès en appel contre Epic Games. La Cour a confirmé en grande partie la décision de justice, obligeant le géant américain à ouvrir ses iPhones à des boutiques d'applications concurrentes. En revanche, elle autorise Apple à continuer d'appliquer une commission qui doit être, je cite, raisonnable et non dissuasive sur les achats effectués en dehors de son App Store. Et dans l'actualité aussi, Disney qui s'attaque à Google et dénonce des violations massives du droit d'auteur, Léa. Et oui, le géant de Mountain View a dû supprimer toutes les vidéos générées par IA et mettant en scène des personnages de Disney. Ces contenus concernent VO, l'IA de Google, mais aussi YouTube. Une décision de justice qui intervient alors que Disney vient tout juste de signer un accord historique avec OpenAI pour justement encadrer l'usage de ces personnages mythiques dans des vidéos générées par IA. Également, dans l'actualité, xAI vient de signer un accord avec le Salvador. L'entreprise d'Elon Musk sera désormais en charge d'un programme d'éducation nationale dans le pays via son IA Grok, davantage connu pour ses dérives que ses usages pédagogiques. L'IA aura pour mission de concevoir des programmes scolaires pour plus d'1 million d'élèves. Et enfin, un assistant IA débarque dans vos liseuses Kindle, un compagnon de lecture capable de répondre à toutes vos questions sur l'ouvrage que vous êtes en train de lire, et ce sans vous spoiler. Pratique si vous avez somnolé pendant un chapitre ou si vous reprenez votre lecture après une longue pause. Cette fonctionnalité s'appelle Ask This Book et elle est d'ores et déjà disponible sur iOS et bientôt sur Android. Et pour finir, je vous propose un petit retour sur les Game Awards qui se sont déroulés jeudi soir avec le triomphe d'un studio français, Soundfall Interactive, qui a remporté 9 statuettes pour Clair Obscur Expédition 33 et même le trophée du jeu vidéo de l'année. On revient sur cette victoire dans Multijoueur avec Mélina Damansoulas, une émission à retrouver en replay sur la chaîne YouTube de Tech & Co, et on écoute tout de suite un extrait. N'oublions pas qu'il y a 18 mois, quasiment personne n'avait entendu parler de Clair Obscur et de Soundfall. Même eux l'expliquaient sur scène, il y a quelque chose d'assez émouvant à voir qu'ils ont ramené toute l'équipe. Donc ils étaient plus d'une vingtaine, 30 sur place. Ouais, sur place, ils étaient quand même très, très nombreux. On s'y attendait. J'avoue que je ne m'attendais peut-être pas à avoir autant de prix pour Clair Obscur. Il y a peut-être des catégories où j'aurais aimé voir d'autres jeux mis en avant. Mais très content pour Clair Obscur, et il mérite entièrement. Mais j'avoue que 9, c'est beaucoup. Ouais. Quelle catégorie t'ont surpris ? Par exemple, tu vois, dans la catégorie jeu indé, j'aurais peut-être bien vu un Blueprints placé quelque part. Merci. Ouais, parce que... Blueprints, c'est un jeu qui méritait, mais amplement d'être... comme Silksong aussi, tu vois. Bon, il a eu un truc, je crois qu'il a eu meilleur jeu d'aventure. Action-aventure. Action-aventure, Et Hades 2 a eu Action. Et voilà, et retrouver Multijoueur sur la plateforme Tech & Co, bien sûr sur la chaîne YouTube de Tech & Co, et puis bien évidemment sur l'appli de BFM Business et RMC BFM Play. 20h34, on va découvrir un constructeur de smartphones que vous connaissez peut-être, mais on va rentrer dans le détail et surtout découvrir ses nouveautés. Il s'agit de Realme avec son porte-parole français. Tech & Co, la quotidienne, l'invité. Julien Lidouane est avec nous ce soir dans Tech & Co. Bonsoir Julien. Bonsoir. Vous êtes le directeur commercial de Realme France. Realme, alors marque connue, est-ce que c'est une marque, j'imagine que vous faites des études marketing assez poussées, est-ce que les Français connaissent la marque Realme ou pas ? Alors les Français connaissent, pas encore suffisamment à notre goût, évidemment. Ouais. C'est d'ailleurs pour ça que nous avons des équipes marketing et nous travaillons depuis un peu plus d'1 an et demi maintenant à reconstruire ou à construire cette notoriété de marque pour que nos consommateurs et utilisateurs s'élargissent un petit peu plus en termes de périmètre. Alors, Realme, racontez-nous un petit peu l'histoire. Donc, constructeur chinois. Tout à fait. Qui est apparu dans les années 2018, je crois, quelque chose comme ça. En France, c'était au départ une filiale d'Oppo, je crois. Alors, c'était une filiale du groupe Opplus, qui a une galaxie de marques. Chaque marque est indépendante. Dont Oppo, entre autres. Chaque marque est indépendante. Nous avons des croisements sur certains sujets, l'achat des composants, les usines de production, certains sujets R&D aussi sont mutualisés, ça permet d'avoir plus de force et de puissance, notamment sur l'achat des composants. Mais après, les marques sont toutes indépendantes, donc les autres marques du groupe,
je ne peux pas dire que ce sont des concurrents proprement parler, parce que c'est des marques des mêmes groupes, mais on se voit plus comme des cousins et on n'a pas de connexion ensemble. Alors, il y en a pas mal de marques dans ce groupe. Tout à fait. Il y a donc OnePlus, je crois, il y a Oppo, il y a Vivo aussi, qui est un peu moins connu, je crois, en France. Alors, un peu moins connu en Europe même. Ils sont très centralisés en Chine. Ils sont très forts en Chine. Mais effectivement, Vivo fait aussi partie de la galaxie. On voyait leur stand au Mobile World Congress il y a encore quelques années. Ils doivent y être encore, sans doute d'ailleurs. Et donc, Realme. Alors, Realme, vous êtes venu, vous êtes parti et vous êtes revenu. Vous avez eu le syndrome Oppo, finalement, qui s'est déroulé il y a quelques années, où Oppo a décidé de quitter le pays pour de sombres histoires de distribution, d'après ce que j'ai compris. Donc, Oppo a laissé en plan en fait ses clients, les distributeurs, enfin les opérateurs, etc. C'était une période assez compliquée pour Oppo. Et vous étiez un peu dans le même panier, c'est-à-dire que vous avez quitté aussi en même temps la France qu'Oppo, c'est ça ? Realme a quitté en termes d'équipe, mais pas en termes de business. On a continué à travailler avec notre distributeur, Modlabs, qui a maintenu la relation avec nos clients au niveau européen. Vous pouvez nous expliquer ce qui s'est passé à l'époque ou pas ? Alors, je n'étais pas présent à l'époque, donc j'ai pas les tenants et les aboutissants. Ce qui a été renseigné, non ? Ce qui a été décidé pour Realme, c'était l'objectif de se reconcentrer sur d'autres pays européens qui étaient bien plus avancés en termes de développement, avant de revenir un peu plus fort en France depuis maintenant 2024, depuis 1 an et demi, pour revenir avec une équipe construite pour le développement, avec un objectif sur 4 ans, de manière à nous laisser le temps de progresser et d'avancer durablement, comme on a pu le faire en Italie, en Pologne, en Espagne ou encore dans les pays de l'Adriatique. D'accord. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que on va dire le marché du smartphone est légèrement saturé, avec énormément de constructeurs. Je citais vos collègues, mais néanmoins concurrents. On n'a pas cité les autres, les Xiaomi, les Samsung, les Pixel de chez Google. J'en passe et des meilleurs. Je ne parle pas d'Apple, bien évidemment, qui est un peu à part dans ce domaine-là. Quel est l'intérêt aujourd'hui d'arriver sur le territoire français, territoire européen, avec une énième marque de smartphone ? Comment allez-vous justement vous distinguer ? Alors, la force de Realme, c'est son ambition. Son ambition, depuis sa création, a toujours souhaité s'adresser aux jeunes et populariser, rendre accessible la technologie aux jeunes. Par pas uniquement du pricing, parce qu'à la limite, ça, le pricing, on va dire que on peut tous à peu près le faire, mais par... puis la bataille des prix existe déjà chez d'autres... Exactement, mais plutôt par des éléments différenciants, comme le travail sur les matières, l'exclusivité de certains designs, qui vont permettre de se rendre un petit peu exclusif, c'est-à-dire ce que recherche aujourd'hui la jeune génération, d'avoir quelque chose où ils sont le côté unique, d'être le seul à avoir quelque chose. Ah ouais, t'as un smartphone, c'est pas comme les autres. En gros, c'est ça. Exactement, mais avec des designs que l'on peut personnaliser, comme on a sur notre nouvelle série. Vous allez nous raconter tout ça. On en parlera tout à l'heure. D'accord. Là, vous revenez en France avec quel type de produit ? Parce que Realme, lors de sa première arrivée il y a quelques années, c'était jeune, mais avec un super rapport qualité-prix et des produits qui n'étaient pas très très chers, si mes souvenirs sont bons. On continue dans cette veine-là, puisque l'objectif de populariser la technologie, qui est quand même la cool tech, comme on dit, qui est quand même notre cheval de bataille, on s'adresse à tous les portefeuilles, donc on n'a pas forcément une catégorie de prix dédiée, même si aujourd'hui, la majorité de nos clients se situent dans un panel de 200 à 500 euros, qui est un petit peu notre cheval de bataille. Nos hauts de gamme, comme le GT8 dont on parlera tout à l'heure, nous permettent aussi de montrer et de démontrer ce que la marque est capable de faire. Donc notre ambition, au-delà du prix uniquement, c'est aussi l'aspect dépasser les attentes des consommateurs. J'entends par dépasser les attentes de consommateurs, la caméra, la batterie, la durée de vie du téléphone, tous ces sujets-là qui sont aujourd'hui prioritaires pour le consommateur et en plus pour les jeunes qui ont peut-être des portefeuilles un peu moins larges que d'autres générations, leur permettent d'investir dans quelque chose pour une durée de 4-5 ans peut-être, et avec une performance qui restera la même pendant toute cette période-là. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, vous voulez proposer un design différenciant, malgré tout de la technologie. Tout à fait. Durable, sur plusieurs années avec des mises à jour, peut-être qu'on en parlera tout à l'heure, etc. Et tout ça à un prix plus bas que la concurrence. C'est plus ça bas, ou en tout cas qui reste accessible et raisonnable et cohérent par rapport à ce que les gens en attendent. D'accord. Mais est-ce que les gens sont prêts à investir dans un téléphone Realme ? Est-ce que vous êtes une marque rassurante ? Est-ce que les gens ne vont pas plutôt aller vers des marques qu'ils connaissent ? Alors, en tant que directeur commercial, je trouve qu'on ne l'est pas assez. Parce que j'aimerais que nos performances soient encore plus fortes que ce qu'on réalise. Mais on voit par nos résultats
par l'adhésion de nos distributeurs, par l'adhésion des consommateurs et nos performances, que les consommateurs sont prêts à venir vers nous pour les raisons que j'évoquais précédemment et la différenciation. Et par la rassurance aussi, la confirmation par nos distributeurs que ces produits sont fiables et durables. Autrement, ils ne les distribueraient pas. Et là, vous arrivez sur le marché avec un smartphone haut de gamme. Tout à fait. Voilà. Qui est le GT8 Pro. Exact. Et il a quelques premières fois ce téléphone. Alors déjà, il a un smartphone, il a un Snapdragon 8 Elite Gen 5 qui est le top du top. Donc c'est ce que vous disiez tout à l'heure. On est vraiment sur du très haut de gamme. Tout à fait. En termes de processeur. Mais qu'est-ce qu'il a de nouveau par rapport à tout ce qu'on peut voir par ailleurs? Alors sur ce téléphone-là, la marque a fait ce qu'elle sait faire de meilleur. On va trouver le top dans tous les segments. Vous parliez du chipset, c'est le meilleur chipset du moment. Le meilleur écran, de l'écran 2K. Les meilleures caméras, avec des collaborations avec Ricoh pour nous aider à optimiser la qualité de la caméra. La batterie, qui va se recharger en 15 minutes à 50% et en 40 minutes à 100%. Rappelons Ricoh, c'est un... Parce que c'est vrai que c'est une marque qui aujourd'hui, dans l'inconscient des gens, est plutôt liée aux photocopieurs, aux télécopieurs, des choses comme ça. Alors c'est une marque qui est de photos. De photos au départ, mais qui aujourd'hui aussi fait des photocopieurs, je crois, un peu comme Toshiba. Ils en ont fait, toujours, je pense. Ouais. Je saurais pas mais ils ont une expertise dans la photo, c'est ça? Exactement. Leur premier métier, c'est la photo. Alors en France, c'est vrai qu'ils sont peut-être un peu moins connus, ils sont peut-être un peu plus connus par les spécialistes de la photo, mais ça reste une marque mondialement connue, qui est notamment réputée pour son street photo, sa qualité de photo. C'est qui est une marque japonaise. Exactement. Qui plaît beaucoup à nos consommateurs, parce qu'on a 77% de nos utilisateurs ont 18-34 ans, sont des amateurs et des consommateurs de la street photo. C'est la raison pour laquelle nous avons bossé avec Ricoh sur le développement de cette caméra. Oui, c'est ça. Ils font en fait, tout ce qui touche au bureau d'impression, photocopieur, fax, imprimante, mais aussi, évidemment, réputés dans le monde de la photographie. Et là, quel type d'accord vous avez avec eux? C'est-à-dire qu'ils vont développer du soft, ils développent aussi le hardware avec vous? Quels sont Alors, le partenariat a commencé il y a 4 ans pour travailler sur soft et hard, sur les deux sujets, pour aboutir à notre premier modèle en collaboration, donc le GT8 Pro, donc avec Ricoh GR, puisque c'est le terme utilisé pour cette caméra, avec l'objectif de pérenniser dans la durée tous ces sujets de caméra et nous permettre de continuer à satisfaire, à dépasser les attentes de nos consommateurs. Qu'est-ce qui différencie aussi ce téléphone des autres? Alors, on a une vraie différenciation d'un point de vue esthétique. On parlait tout à l'heure de le côté exclusif d'un design. Notamment, on a, via un petit système de vis torche, la possibilité de changer l'esthétique, le design. Oui. C'est-à-dire le cadre qui entoure en fait les objectifs. Exactement. Vous pouvez le laisser avec l'objectif brut, qui a une tête de robot, c'était l'objectif initial. Vous pouvez le remplacer avec un deuxième habillage qui est fourni avec. Et nous avons mis à disposition en open source les plans de la décoration pour pouvoir vous permettre de réaliser avec une imprimante 3D la décoration qui vous convient. Ok, d'accord. À quel prix tout ça? Alors il est vendu à 1 199 € avec un pack d'accessoires fourni avec. Vous avez des écouteurs, vous avez la décoration qui est fournie avec la vis, ainsi qu'un chargeur SuperVOOC, 120 watts. Vous parliez tout à l'heure de 4 ans, vous vous donnez 4 ans pour pénétrer le marché français, c'est ça? L'objectif, c'est d'atteindre les mêmes niveaux de part de marché que nos pays voisins, Italie, Pologne, etc., d'ici 2027. Parce que vous êtes plus présent là-bas qu'en France, aujourd'hui, dans ces pays-là? Tout à fait. Ils sont toujours en position 3-4. Ok, d'accord. Donc ça performe plutôt bien. Bon, vous avez encore un peu de travail. On a encore un peu de boulot, je vous confirme. Merci beaucoup Julien. Merci à vous. Directeur commercial donc de Realme France, marque que vous allez petit à petit voir apparaître dans les magasins et peut-être aussi chez les opérateurs, j'imagine. On espère. Oui, on y travaille. Merci beaucoup. Merci infiniment. Et il est temps maintenant, à quasiment 9h moins le quart, d'aller du côté de la rédaction de Tech & Co comme chaque soir. Tech & Co, la quotidienne, la chronique techandco.com. Et Salomé Ferrari nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir Salomé. Bonsoir. Journaliste à la rédaction de Tech & Co. Et Netflix poursuit sa conquête audiovisuelle. Salomé, la plateforme de streaming pourrait racheter Warner Bros. Et acquérir ses licences cultes, sa plateforme de streaming, mais aussi, et on y pense moins, sa branche de jeux vidéo Warner Bros. Qui s'appelle Warner Bros. Games. Alors, qu'est-ce que ça implique pour Netflix, ce rachat ?
Et oui, dans ce deal de 82,7 milliards de dollars, c'est vrai qu'on oublie un petit peu la division jeux vidéo de Warner. Et pourtant, ça pourrait permettre à Netflix de devenir un acteur de premier plan du jeu vidéo. Alors oui, parce que derrière Warner Bros. Games, tu l'as dit, on retrouve une ribambelle de licences ultra connues. On a quand même Harry Potter, DC Universe, Game of Thrones. Donc acheter ce catalogue, c'est la possibilité pour Netflix d'en tirer des jeux vidéo. Et ça, c'est exactement la stratégie de la plateforme depuis des années, diversifier ses revenus et ses expériences pour miser sur des licences appréciées. Mais c'est aussi, Warner Bros. Games, c'est aussi des studios majeurs qui ont produit quelques pépites. Je pense notamment à Hogwarts Legacy, donc de Avalanche Software, à Batman Arkham de Rocksteady, ou encore aux jeux vidéo Lego de TT Games. Donc si l'accord aboutit, tous ces studios ils pourraient passer sous le giron Netflix. Ah ouais. Et ça pourrait rejoindre sa fameuse division gaming qu'elle a quand même depuis 4 ans. Donc si Netflix est quand même plutôt habitué aux jeux vidéo mobiles plutôt qu'aux grosses licences, et justement ce rachat pourrait lui offrir une certaine légitimité dans l'écosystème jeux vidéo et surtout une expertise qui pourrait lui faire monter en gamme. Et ça pourrait permettre à Netflix de devenir leader dans le secteur, tu crois ? Exactement, en fait, ça pourrait permettre à Netflix de venir concurrencer des plateformes de streaming qui sont déjà positionnées sur le segment et qui sont beaucoup plus gros. On pense quand même à Apple Arcade ou encore à Amazon Games, qui collabore avec Crystal Dynamics, donc qui est derrière Tomb Raider. Mais il ne suffit pas quand même de racheter des studios pour devenir leader d'un secteur. Encore, il faut y mettre le prix. Parce que produire et gérer des gros blockbusters et des gros studios, forcément, ça coûte cher. Sauf que le modèle de Netflix, lui, il reposait plutôt sur la gratuité, donc avec des jeux mobiles en libre accès. Donc, à voir ce que va faire Netflix, s'il va mettre les moyens pour continuer les projets ou, au contraire, en amputer certains pour rentabiliser son investissement. Pour l'instant, Netflix ne s'est pas vraiment prononcé sur sa vision gaming. Et pourtant, ça pourrait être un appât de choix pour essayer de capter l'attention des utilisateurs et surtout les laisser sur la plateforme. Oui, parce qu'il y a toujours cette interrogation du rachat définitif, en fait, de Warner par Netflix. Je ne sais pas si ça a été vraiment validé, parce que je sais qu'il y avait Skydance, c'était Skydance qui voulait faire une OPA hostile, en fait. Oui, c'est ça. Donc pour l'instant, on ne sait pas encore, mais si ça se fait, en tout cas, c'est une opportunité de taille pour Netflix. Et là, je pense que les avocats doivent discuter de manière assez ardue. C'est sûr. Merci beaucoup Salomé Ferrari, journaliste à la rédaction de Tech & Co. Comment la tech peut nous aider à accélérer sur le tri des déchets ? 2 exemples tout de suite avec nos invités qui nous rejoignent sur le plateau de Tech & Co pour terminer cette émission. Tech & Co, la quotidienne, les invités. Et on va en parler avec nos 2 invités. Vincent Hippo, qui est le CEO et cofondateur de Ficha, qui est là. Bonsoir. Bonsoir. Vincent, vous allez nous présenter Ficha dans un instant. Vous êtes spécialisé dans la conception de solutions optiques qui permet en fait c'est la computer vision, de détecter les déchets, en fait. C'est très intéressant. On en parle dans un instant. Et puis Romain Tressard est là. Bonsoir Romain. Bonsoir. Vous êtes responsable digital et innovation de Sepur. Alors Sepur, vous ne connaissez peut-être pas, et pourtant, c'est un groupe qui est au service de plus de 13 millions de Français, 60 ans d'existence. Vous avez 275 collectivités qui sont clientes, 2200 véhicules, et c'est 3,5 millions de tonnes de déchets collectés en 2024. Voilà, vous êtes l'un des poids lourds, j'ai envie de dire, des déchets en France, en Europe. Vous êtes basé où ? Effectivement, Sepur aujourd'hui est un acteur important français de la collecte des déchets. On est basé à Thiverval-Grignon en France. On est français et on se concentre sur le territoire pour l'instant avec un ancrage local très important. Donc vous gérez la propreté des communes, puisque c'est la gestion des déchets, c'est ça ? Oui. Ce qui nous intéresse dans Tech & Co, c'est de voir comment, justement, vous embrassez la technologie et comment la tech est en train de bouleverser aussi ce secteur. On va en parler dans un instant avec Ficha, mais déjà chez Sepur, est-ce que la tech fait partie de votre quotidien ? Alors, la tech, c'est très important pour notre quotidien. La collecte des déchets, c'est un milieu très humain. Concrètement, c'est quoi ? C'est les camions poubelles. C'est des camions poubelles qui chaque jour, poubelles, etc. etc. Donc c'est ça votre job. C'est exactement ça. Chaque jour, on a des centaines d'équipiers qui parcourent le territoire derrière les camions. Et l'ambition de la tech, c'est de pouvoir analyser l'ensemble des process pour pouvoir fluidifier cet ensemble. Donc fluidifier, ça veut dire quoi ? Ça veut dire accompagner les collectivités. Ça veut dire optimiser les process. Et surtout sensibiliser les riverains. Donc c'est ça nos vraies missions qu'on a autour de la tech. Alors, vous avez développé, j'imagine, des solutions technologiques. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples, justement, du parcours
tech que vous avez justement chez Sepur? Alors chez Sepur, on a une forte ambition tech et digitale, et depuis quelques années, on a développé plus d'une quinzaine d'outils, donc qui vont aller de la maîtrise du tracé du camion, de l'ensemble des anomalies qui vont être remontées sur ce tracé, et donc pour mieux optimiser le parcours, on va venir remonter l'ensemble des données et les mettre à disposition à la fois de notre exploitation, mais surtout de nos collectivités partenaires. Donc dans un but qui est primordial, qui est la transparence, et cette transparence permet finalement d'améliorer notre performance. Donc suivi des camions en temps réel, bon ça c'est, j'imagine, classique. Voilà, classique. Mais c'est quelque chose d'important. C'est important, parce que comme ça, vous voyez un petit peu comment tout ça passe, parce que ça a un impact aussi sur la circulation. Hein. Exactement. Enfin, notamment, alors tout dépend des villes peut-être, mais la plupart du temps, c'est le cas. Vous signalez aussi des problèmes que vous avez sur votre parcours, je crois. Exactement. Chaque équipage finalement a différents outils qui vont lui permettre de remonter des événements de collecte. Donc ces événements, ça peut être un stationnement gênant qui va empêcher la collecte de bien se poursuivre. Ça peut être un bac cassé qui empêche les rippers de venir mettre le bac derrière le camion. Et donc tous ces événements sont renseignés, enregistrés et derrière diffusés en temps réel à la collectivité. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de primordial dans la réalisation quotidienne de nos opérations. Ce qui est intéressant, c'est que vous travaillez avec Ficha, qu'on va découvrir dans un instant. Comment est née cette collaboration? Et puis après, on donnera évidemment la parole à Vincent. Alors cette collaboration et cette relation, elle est née en 2021 sur le salon Polytech. On a découvert Ficha qui proposait un cocon qui permettait avec son intelligence artificielle d'identifier des différents types de déchets dans un bac. On a essayé de faire en sorte que ce process-là soit adapté à notre collecte, parce qu'on se rend compte que sur le terrain, aujourd'hui, le tri des déchets est primordial. C'est réglementaire aujourd'hui. C'est réglementaire. Je veux dire, c'est pas au bon vouloir de chacun. Exactement. Il y a des obligations de résultats. Énormes. Et en plus de ça, non seulement ces obligations de résultats sont importantes, mais elles ont un coût. C'est-à-dire que quand on a une erreur de tri dans le camion, tout de suite, ça veut dire que l'ensemble du camion a un flux qui est pas bon. Donc la collectivité va forcément devoir payer plus cher. Donc le job de Sepur, c'est de faire en sorte que le tri, les éléments collectés soient bien conformes. Et donc s'ils ne le sont pas, de pouvoir alerter à la fois la collectivité et le riverain. Ficha, donc, Vincent Hippo, vous en êtes le CEO et le cofondateur. Expliquez-nous ce que vous faites et typiquement dans l'exemple de Sepur, comment vous travaillez avec eux. Ouais. Alors chez Ficha, effectivement, on est des spécialistes de l'intelligence artificielle. Donc, comme vous le disiez très bien, on a une technologie de traitement d'image qui va permettre d'analyser des flux de déchets, typiquement la bouteille en plastique, du verre, des sacs ordures ménagères. Et donc, comme le disait Romain, on vient déployer cette technologie dans les camions, parce qu'aujourd'hui, on a des camions qui collectent des tonnes de déchets au quotidien, des intrants qu'on a du mal à pouvoir identifier, qui arrivent en centre de tri, qui vont avoir un impact économique, d'une part, parce qu'une erreur de tri aujourd'hui, c'est à peu près 400 € la tonne, mais également des risques pour la sécurité des infrastructures, typiquement une bouteille de protoxyde d'azote, des batteries qui rentrent dans des centres de tri, c'est autant de risques qu'un centre de tri s'enflamme et des millions d'euros de pertes. Ouais. Et donc, chez Ficha, cette caméra va permettre à chaque bac collecté d'analyser la qualité du tri, restituer ces données à Sepur, aux collectivités, pour ensuite les aider à mettre en place des actions à la source pour aller régler le problème à la source. Pour corriger le tir, j'ai envie de dire. Exactement, corriger le tir. Pour corriger le tri, sans mauvais jeu de mots, c'est un peu ça. Comment ça marche concrètement? On voit ces camions bennes, impressionnant. Vous mettez des capteurs justement sur ces camions qui vont arriver à capter en temps réel le déversement des déchets, c'est ça? Exactement. En fait, vous arrivez à détecter tout ce flot d'informations quand on voit ces bacs qui se déversent, il y a beaucoup de choses qui tombent en quelques secondes. Vous arrivez à scanner tout ça? Ouais, alors c'est une tech qui a commencé, on a commencé à développer sur des pilotes il y a plus de 3 ans. On a une équipe derrière aussi de 5 personnes qui travaillent au quotidien, qui est à la pointe. On a une énorme base de données et on entraîne, si vous voulez, cette base de données avec des algorithmes. Et effectivement, on a cette capacité à aller faire ce contrôle qualité qui aujourd'hui était assez limité avec une action humaine, parce que quand on va contrôler un bac, on est souvent en surface. Ce contrôle, il est compliqué aussi à faire. Il faut s'imaginer plus de 500 bacs qui sont collectés. Il faut finir la collecte aussi dans des temps qui sont impartis. Et donc aujourd'hui, ce contrôle qualité était très compliqué. Et c'est là où nous, on est intervenus.
Alors, Camia, c'est justement à l'arrière du véhicule, c'est ce qu'on évoquait. Mais Romain a parlé aussi de Cocon, ce capteur Cocon qui est lui installé dans les locaux de poubelle, c'est ça ? Exactement. On a deux solutions. C'est à peu près pareil ? Alors, c'est la même technologie, c'est du traitement d'image également, mais qu'on apporte plus sur un gros sujet qui est l'habitat collectif, avec les mêmes enjeux des citoyens qui sont un peu perdus sur le geste de tri, il faut le dire. Et on va les aider. Qui ne trient pas, enfin, accessoirement, non ? On a des deux, effectivement. On a des leviers de motivation qui sont plus ou moins forts. Oui, c'est clair. Dans l'habitat collectif, le fait d'avoir une forte densité d'habitat, d'avoir aussi un geste de tri qui n'est pas individualisé, fait qu'on a de nombreux problèmes. Et donc ce capteur est dans quoi ? Dans les gros... C'est un espèce de capot connecté, si on veut, qui vient s'adapter à la poubelle de tri, qui va permettre de faire cette analyse. Et derrière, de cette analyse, on va être capable d'avoir des supports de communication ou des leviers de gratification. Et donc là où la Camia va permettre de détecter les endroits qui posent problème, le Cocon va permettre d'agir. Romain, c'est ça ? C'est en fait récompenser... peut-être à terme, enfin la gratification, j'imagine que c'est ça, récompenser d'une manière ou d'une autre ceux qui ont le bon geste dans le tri, c'est ça ? Oui, je crois que la sensibilisation est la pierre angulaire de tout notre système de tri. Donc si on arrive à bien informer, bien éduquer les habitants, derrière on a une meilleure qualité du tri. Si ça doit passer par de la récompense, peut-être... Alors, je ne sais peut-être pas l'idée aujourd'hui, mais c'est un pan qu'il faut étudier. Mais je crois qu'aujourd'hui, le vrai sujet, c'est de faire gagner en optimisation sur nos opérations de collecte. Parce que si on n'a pas une solution comme Ficha, qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'on a un ripper qui est derrière le camion, qui doit ouvrir le bac, qui doit regarder sur les 20-30 cm si on a une erreur de tri. Il ne peut pas sonder le reste du bac. Bien sûr, évidemment. Donc du coup, il va mettre un scotch et dire qu'il ne peut pas collecter. Et donc derrière, il a perdu 10, 20, 30, 40 secondes, ce qui fait que derrière, on a de la tension parce qu'on a des véhicules qui attendent des riverains qui attendent. Voilà. Merci beaucoup à tous les deux. Très intéressant tout ça. Voilà un secteur encore, celui du tri, qui est bouleversé par l'IA et par la tech. Romain Tressard, responsable digital et innovation Cépure. Merci. Merci à vous. Et Vincent Hippo, CEO et cofondateur de Ficha. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Voilà, ce Tech & Co est terminé en ce lundi soir. Toujours un grand plaisir que de passer 7h30 en votre compagnie. Très belle soirée et rendez-vous, bien sûr, demain, mardi, on sera là dès 19h30. À demain. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business.